Nous sommes sur Tandem TV. Cette fois, c'est avec un invité particulièrement attachant. Vous allez le découvrir ce soir. Il s'agit de Yaakov Perez, lieutenant-colonel Yaakov Perez, Sgan Alouf. Mais vous êtes aussi l'ancien Dover Tzahal d'une période très troublée que beaucoup d'Israéliens se rappellent avec douleur. C'est celle du Liban, de la guerre du Liban. Et vous étiez... En 1982. En 1982. Et vous étiez d'ailleurs, à ce moment-là, même lors du massacre de Sabra et Shatila, à devoir, commis par les phalangistes chrétiens, à devoir défendre l'image d'Israël. Un sacré enjeu. Et finalement, une carrière militaire qui a duré près de 16 ans. Et finalement, vous avez continué avec une deuxième vie. C'est peut-être ça, d'ailleurs, le secret du rajeunissement. Une deuxième vie où, cette fois-ci, vous êtes engagé toujours au service de l'État d'Israël au travers de ces divers instruments qui sont la sauvegarde du quotidien de ce pays. Yaakov Perez, lieutenant-colonel Yaakov Perez, vous avez exercé diverses missions, je le disais, et finalement tout cela pour que le citoyen israélien, d'où qu'il vienne, puisse se retrouver finalement dans un bien-être, une vie raisonnable, une vie finalement convenable, au minimum. Et finalement, vous avez réussi. Mais aujourd'hui, nous avons divers conflits depuis plusieurs années, depuis plusieurs décennies, qui nous rappellent combien le souci de l'accueil des réfugiés, des déracinés volontaires ou involontaires, finalement pose un problème pour chaque nation. Est-ce qu'on peut dire qu'avec votre expérience, il y a quelque chose du citoyen israélien, de l'ancien militaire, qui vous touche encore de très près quand vous regardez les images de ces guerres et finalement de ces conséquences, ces invisibles parfois, ces réfugiés, ces gens qui sont obligés de quitter leur pays et d'être accueillis ailleurs. Le sujet est tellement important que en voyant tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde et surtout en Ukraine, on commence à penser dans quel monde, comment ça peut arriver dans l'année 2022, comment il y a un massacre comme ça et tout le monde est calme et tout le monde continue à vivre comme s'il n'y a rien du tout. Notre pays, l'État d'Israël, a décidé d'intégrer à peu près 100 000 Ukrainiens et nous avons déjà commencé, nous avons apporté pendant les dernières semaines même des âgés, des personnes âgées, et l'organisation dont je fais part, le Jaffa Institute, même a fait un projet spécial. Et nous avons, pendant Pessah, accueilli dans les 300 personnes dans un centre que nous avons à Beth Shemesh. Et nous avons fait un Pessah pour les immigrants d'Ukraine. Ce n'est pas facile ce qui se passe là-bas. Nous, notre peuple a déjà souffert ce genre de massacre auparavant. Et une des conséquences que moi, en tant qu'ex-colonel de l'armée d'Israël, pas ex, mais colonel de l'armée d'Israël, et puis en tant que citoyen, je vois que la seule décision aujourd'hui que j'ai, c'est que nous devons compter seulement sur nos moyens, seulement sur nos soldats, seulement sur nos capacités d'armée. Et malheureusement, nous ne devons pas compter comme ce qu'on pensait auparavant, d'autres pays qui viendront nous aider. Et finalement, de toute une carrière militaire passée au service de l'État, vous étiez dans l'armée de l'air. On découvre aujourd'hui que ces militaires aussi s'engagent. Ils s'engagent
dans des volontariats, dans des shirutim. Dans des unités spéciales et très très spéciales. Et le pourcentage aujourd'hui de ces jeunes qui veulent servir dans ces unités est un des pourcentages les plus hauts, ça fait des décennies. Alors finalement, on pourrait se poser la question de savoir en quoi parler de ces réfugiés serait de la géopolitique. Nous sommes au cœur même de la question géopolitique. Sandra Cohen, vous nous accompagnez, vous êtes du Jaffa Institute, vous aussi. Vous accompagnez, vous assistez le lieutenant-colonel Yaakov Perez. Finalement, vous représentez aussi cette jeune génération qui a émigré, qui s'est déracinée, est arrivée ici. Que vous inspire, finalement, l'engagement citoyen du lieutenant-colonel Perez, en particulier, mais plus largement de la société israélienne? Par rapport à Yaakov, je pense que c'est quelqu'un qui est très très investi dans tout ce qu'il fait. Donc il est investi très très humainement dans tous les projets qu'il mène, aussi bien d'un point de vue personnel, amical, même du point de vue des gens qu'il peut aider, même pas nécessairement au travers de l'association. Ça peut être des gens qu'il rencontre. Il est toujours prêt à aider, toujours prêt à tendre la main à ceux qui en ont besoin. Et ça, aujourd'hui, on ne le retrouve pas souvent. En fait, les gens sont très individualistes et se découragent très très vite. Aujourd'hui, la moindre montagne, finalement, ou même le moindre obstacle, on voit beaucoup de gens baisser les bras. Et en fait, Yaakov, il ne baisse pas les bras. Il ne baisse jamais les bras. Et un non, ça veut dire peut-être. Un peut-être, c'est un oui. Donc en fait, et il me dit toujours, si on ne peut pas passer par la porte, on essaye de passer par la fenêtre. Mais toujours pour des buts honorables. Ça ne va pas être pour faire du mal, ou pour voler, ou pour frauder, ou pour... Bien sûr, il a quand même la chutzpah, et ça, on ne peut pas lui dénier. Mais c'est ce qui fait aussi sa force. Parce que justement, il ne se décourage pas et c'est intéressant, en fait. C'est intéressant, c'est unique. Mais la question était plus personnelle. Oui, par rapport à moi. Parce que finalement, jeune génération, est-ce qu'on s'imagine, avant d'arriver ici, qu'on va rencontrer un accueil aussi engagé, un accueil citoyen? Il était hier, il l'est encore aujourd'hui, et finalement... Avec vous, il semble qu'il va pouvoir l'être aussi demain. Par rapport à, vous parlez de Yaakov ou plus d'Israël? D'Israël. Est-ce que vous attendiez à cet accueil? Au niveau de l'accueil, je vais parler pour mon cas personnel. Par rapport à Ola Hadasha, c'est un pays, Israël, qui peut offrir beaucoup. Mais les gens doivent quand même donner de leur personne et aller de l'avant. Pour prendre en fait ce qui vous revient quelque part de droit, mais il faut se pousser et avancer et prendre ce qui vous revient de droit et pas rester à attendre que les choses arrivent, parce que les choses ne vont pas arriver d'elles-mêmes en fait. Quelque part, c'est un pays qui est jeune et les structures qu'on peut connaître en France, tant administratives, sociales, etc., ne sont pas aboutis ici. Et il y a le problème récurrent sécuritaire qui influe quand même sur le quotidien et sur les décisions politiques. Et c'est un paramètre qu'on doit prendre en compte parce qu'il est là. À ce point-là, je voudrais ajouter quelque chose. Je crois que Sandra et son mari Claude, en faisant l'Aliyah, ont fait une décision très très sérieuse. Parce que pour eux, c'est pas facile de s'intégrer dans la communauté israélienne avec tous ces chutzpah et tout le genre de vie que nous vivons. Mais ils ont fait cette décision pour leurs enfants. Leurs enfants seront les prochains bons citoyens de l'État d'Israël. Ces enfants seront les sabras de l'État d'Israël. Et c'est pour ça que moi, tous les olim
de France qui font la Aliyah maintenant, je leur dis chapeau pour une seule chose, c'est que vos enfants s'intégrant dans l'État d'Israël d'une façon que vous allez plus tard vous savoir quel chokhma, comment que c'était chacham de faire la décision de faire la Aliyah, de l'intelligence de faire la Aliyah en Israël. Et finalement, je reviens à ma question géopolitique. On a ici une voix d'une jeune génération qui est venue en Israël pour la sécurité de ses enfants, comme vous le dites. Mais en l'occurrence, il y a quelque chose de singulier. C'est en Israël que ça se passe. On ne voit pas, effectivement, la même chose avec toutes ces guerres et ces déracinements. On voit des gens, finalement, devenir invisibles. On les voit dans des camps. On les voit dans des... où on ne les voit pas, justement, dans les camps. Où on les voit, finalement, s'assimiler dans d'autres pays. Et parfois, certains retourner chez eux quand ils peuvent. Finalement, on ne voit pas cet accueil, on ne voit pas cette comment dirais-je, cette communication, pour le coup, réussie, voilà, de ces gens qui, au bas de l'avion, vous accueillent en chantant, vous accueillent avec les papiers qui vous attendent, et finalement, on vous donne votre point de départ. C'est normal. Vous avez habité, par exemple, à Paris et vous êtes transféré à Marseille ou à Lyon, c'est différent. Eh bien, moi, je vais vous dire une seule chose. Moi, je suis arrivé à l'âge de 13 ans en Israël, ok? Et je vous dis que je remercie l'Aliyat Noar et le bon Dieu que j'ai eu cette chance de venir d'habiter en Israël. Et la force que j'ai aujourd'hui, les qualités que j'ai aujourd'hui, ce que je fais aujourd'hui, c'est grâce à l'éducation et l'intégration que j'ai reçue et que je peux vous dire certainement d'une ouverture, d'une réception pour m'intégrer avec tout le cœur. Et c'est ce que je fais moi maintenant avec les Olim Hadashim de France, que j'essaye avec ce que je peux, de les aider à s'intégrer, et j'essaye de trouver des solutions à beaucoup de personnes. Il y avait par exemple un docteur qui devait avoir son permis de dentiste, il a eu beaucoup de problèmes, je l'ai aidé, et à la fin il a reçu son diplôme. Mais le point, c'est que, vous savez, de bouger d'une ville à l'autre, c'est un problème dans le même pays. Alors, encore plus difficile, c'est d'un pays à l'autre. Mais le point le plus important que je voulais dire, n'oubliez pas, chers amis, que quel droit que vous avez en faisant la Aliyah, en 24 heures, vous êtes des citoyens d'Israël, sans visa, sans le moment que vous êtes un juif, vous avez le droit, dans les premiers 24 heures, d'être un citoyen avec full obligation et full, pleine obligation, mais avec beaucoup de bonnes... Est-ce que y a quelque chose qui s'est passé au moment où vous avez terminé ces 16 années dans l'armée de l'air et que vous êtes devenu un petit peu ce responsable de l'éducation? Est-ce que c'est ça qui... Alors, par hasard, vous parlez du point, je ne sais pas est-ce que vous le savez, mais moi, après 17 ans à l'armée de l'air, j'ai été nommé le chef éducateur de l'armée d'Israël au centre de l'armée. Et c'est de là que l'éducation est devenue très essentielle pour moi. Et je suis fier que j'étais le chef éducateur de K'tzin Chinour Pikoud HaMerkaz, et j'ai réussi à aider des soldats qui étaient dans des difficultés à recevoir et à s'intégrer aussi dans l'armée. C'est une srout, je ne sais pas comment on dit en français, c'est un privilège. C'est un privilège, voilà, exactement, c'est un privilège que j'ai eu dans ma vie dans l'armée. À partir de là, des missions se sont succédées, et toujours pour le bénéfice d'Israël, les bonds. J'étais le directeur de State of Israel Bonds
de 1998 à 2003 en France, à Marseille, au sud de la France. Et j'ai réussi à aider l'État d'Israël à recevoir des investissements, parce que les bonds, c'est un investissement qui a aidé aussi l'État d'Israël, mais a aidé aussi les Français. Et puis, il y a eu le Keren Or, le bien-être des soldats, les Beta Chayal, les maisons des soldats, avec d'autres. Ouais, j'étais aussi en mission aux États-Unis pour Egun Nechei Tzahal. J'étais au Keren Kayemet pendant 8 ans au Canada. J'ai fait assez de missions, mais toutes les missions étaient pour... C'est ça qu'un enfant qui est arrivé à l'âge de 13 ans du Maroc, qui fait un parcours d'études au kibbutz, va à l'armée, et son but, c'est tout de suite d'être un officier. Et j'ai fait le cours d'officier après 1 an et 2 mois que j'étais déjà officier à l'armée. Je suis parmi les 100 premiers officiers nord-africains de l'État d'Israël. Et je rends à l'État, et je suis tellement fier de rendre à mon pays, à ma patrie, tout ce que j'ai reçu. Je suis tellement fier de le donner aux autres générations, et j'espère que j'ai réussi. Il y a quelque chose qui tient en même temps de l'image d'Israël, dont on dit qu'elle est pas souvent réussie en termes de communication. Bon, je le dis à un Dover Tzahal, mais un porte-parole de l'armée, mais c'est vrai qu'en termes de communication de ce qui se passe ici et du regard qu'a le monde sur Israël, c'est pas plutôt un succès. Et pourtant, c'est au travers peut-être de ces missions que finalement une certaine forme de géopolitique, de relations internationales se fait. Elle se fait peut-être plus souterrainement, mais elle est efficace. Au sujet de notre image dans le monde, malheureusement, nous sommes un pays juif, un pays israélien. Autour de nous, il y a des dizaines de pays arabes, il y a des dizaines des pays qui ne nous aiment pas. Je le dis gentiment, ils ne nous aiment pas. Et quand les médias font des interviews dans la télévision, tu as 15, 20 diplomates arabes ou ennemis qui nous parlent de nous, et un seul diplomate israélien. Ça veut dire, c'est normal. Nous avons un job très très dur à faire. Nous faisons, je crois que l'État d'Israël, dans sa situation actuelle, c'est primordial pour elle de développer la hasbara dans le monde. Mais je sais que l'État d'Israël fait le maximum pour expliquer nos cas, nos conduites, mais avec tous les médias aujourd'hui, avec tous les fake news, avec tout ce qui se passe, je crois que c'est une mission impossible. Une expérience vécue. J'étais alors reporter sur le conflit en ex-Yougoslavie, et il y avait des associations qui venaient aider chacune des communautés meurtries par la guerre. Et il y avait la Benevolencia, qui était cette association humanitaire née à Sarajevo, d'abord d'une communauté cultuelle, devenue communauté finalement ici largement plus culturelle et puis humanitaire. Elle a aidé les Juifs. Et voilà que les Israéliens sont intervenus pour venir jusqu'en ex-Yougoslavie, jusqu'en Bosnie, pour venir donc amener, je crois, si je ne dis pas de bêtises, plus de 120 à 140 personnes de Sarajevo pour les accueillir ici, finalement, dans des infrastructures qui ressemblent à celles que vous avez mises en place. C'est une tradition. Oui. Écoute, il y a d'autres, je peux te donner un autre exemple, ok? Nous, maintenant, en Ukraine, il y a un hôpital
qui a été envoyé par l'État d'Israël, avec des docteurs, avec des infirmières, avec des soldats, avec des citoyens, des volontaires, et nous sommes là-bas pour aider l'être humain. Et aucun pays du monde n'a envoyé un hôpital. Mais nous faisons des choses, des fois je saute sur... Il y avait même quand il y avait des blessés en Syrie, nous avons ouvert un hôpital sur la frontière syrienne pour des soldats ennemis. Et nous faisons des choses des fois que je ne comprends pas comment que le monde entier n'admire pas Israël pour ce qu'elle fait. Je ne comprends pas ça. Parce qu'on fait des choses que, en tant que... Écoutez, je vais vous donner aussi un exemple. Moi, je suis un colonel de l'armée d'Israël. J'ai fait des guerres, j'ai fait 5 guerres. J'étais presque mort en tous les cas. Et aujourd'hui, je fais du fundraising pour aider des enfants juifs, arabes et chrétiens. Et je suis fier de ça. Et quand je vois un enfant arabe qui vit avec un enfant juif et la coopération et tout, je dis, on peut vivre ensemble. C'est facile. Il y a quelque chose, Sandra, ici qui doit vous interpeller. Vous qui travaillez à ses côtés, mais qui avez aussi votre vie de citoyenne israélienne, engagée au Jaffa Institute. Quand vous entendez parler d'apartheid, moi, honnêtement, j'ai l'impression qu'on vit dans un monde un peu schizophrène par rapport à Israël. Je trouve que c'est un pays qui déchaîne complètement les passions. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a 2 rhétoriques. Ou alors, il y a une rhétorique ouverte qui est donnée dans les médias. Mais quand on voit le comportement des chefs d'État qui viennent en Israël, qui discutent avec Israël, qui sont fiers de parler avec Israël, enfin, on voit quand même qu'Israël a une aura dans le monde entier. Donc, c'est très, très contradictoire et finalement, c'est là. Donc, je pense qu'on peut s'arrêter au point de vue primaire, entre guillemets, à l'opinion, des opinions publiques internationales, etc. Mais est-ce que c'est vraiment... ce qui se joue aujourd'hui dans le monde? Est-ce que vraiment les gens qui ont une éducation, qui connaissent Israël, etc., les chefs d'État, les gens comme ça, qui sont plus éduqués que les personnes, par exemple, dans la rue arabe ou autres, savent peut-être où est l'enjeu aujourd'hui et qu'Israël, en fait, peut être à leur côté et peut être un atout aujourd'hui même pour les Arabes. Je pense qu'Israël est un pays qui est proche, qui peut aider, qui peut apporter. Comme vous l'avez dit, Israël peut aider dans toutes les situations humanitaires difficiles, les tremblements de terre, etc. Les premiers qui arrivent, c'est Israël. Ils sont toujours là pour aider. Peut-être ça vient de, je ne sais pas, peut-être de la religion ou d'autres, ou peut-être c'est une culture. Je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est une envie d'aider, et une envie de voyage, de pas du tout... qui aiment l'autre et qui aiment les différences. Quand on voit les jeunes Israéliens, la première des choses qu'ils font après leur armée, c'est voyager à l'étranger, dans des pays lointains, etc. Donc je pense qu'Israël a beaucoup à apporter dans le monde et qu'il y a malheureusement une double acception, entre guillemets, sur Israël et on peut qu'espérer que ça change et que les gens voient qu'on n'est pas ce que... Alors, ce que je veux dire, ça rend davantage exceptionnel, finalement, votre engagement de citoyen israélien, avec votre expérience. C'est de travailler un peu comme des fourmis pour que chacun, des enfants dans la désespérance, chacune des femmes qui serait, elle aussi, dans une errance particulière. On ne va pas rentrer dans les détails, mais tout le monde comprendra qu'on peut être effectivement dans des moments tragiques. Mais aussi, et ça, c'est quand même une blessure dans l'âme d'un citoyen israélien, quel qu'il soit, quelque âge que ce soit, c'est ces restos, entre guillemets, ces restos du cœur qu'on aura ouverts pour des rescapés de la Shoah. Se dire qu'en Israël, il y a aussi cette pauvreté-là, et voilà que des gens, des personnes comme vous, s'engagent et finalement s'en vont presque anonymement, sinon bien sûr les gens qui viennent vous aider de l'étranger, qui sont au courant, les chefs d'État qui viennent aussi rencontrer donc les institutions. Et finalement,
Vous faites ça au quotidien. Vous venez de réaliser, par exemple, une opération pour Pessah absolument remarquable. Vous avez nourri des hommes, des femmes. 300 personnes. 300 personnes. Et finalement, alors, de tout cela, vous en retirez quoi? Qu'est-ce que ça vous inspire? Sipouk, je ne sais pas comment on dit en français, sipouk, ça veut dire satisfaction. Ouais. C'est tout, c'est le mot, d'aider, de faire pour l'autre, pour aider l'autre. Et c'est une des missions du Jaffa Institute, c'est que nous avons à peu près 4500 enfants, que nous, on soit juifs, arabes et chrétiens, que nous, on s'occupe de leur éducation. Et vous avez dit un mot très important, c'est l'éducation. Nous, l'État d'Israël, fait un investissement dans l'éducation des jeunes afin qu'ils deviennent des bons citoyens de l'État d'Israël. Malheureusement, ce n'est pas le même cas par exemple, chez les Hamas et chez les Palestiniens. Quand je vois qu'un enfant palestinien s'entraîne avec un fusil et fait du sport avec des intentions criminelles et des intentions, ou quand j'entends une mère qui dit « je voudrais que mon fils sera shahid et tue un soldat israélien », je ne comprends pas les parents, je suis fier de l'éducation que nous donnons à nos enfants, d'être dignes de leur service, soit citoyens, soit à l'armée. Quand vous dites nos enfants, vous parlez de ceux de Jaffa Institute, bien sûr, de ceux que vous avez pris en charge, ouais. Et que vous menez parfois jusqu'aux études supérieures. Ouais. J'ai un cas que je peux vous raconter. J'ai un jeune qui appartenait à une famille, un gang de très, très mauvaise famille à Jaffa. Et puis, il est venu chez nous, il était jeune. Il a commencé à s'éduquer au Jaffa Institute. Et à l'âge de 18 ans, on l'a même envoyé à l'université. On a payé pour lui son université. Quand il a fini son degré d'éducation, il est retourné chez nous. Il a fait du volontariat en tant qu'arabe dans des classes de jeunes juifs et arabes. Alors Sandra, à ce moment-là, c'est vous qui tenez un petit peu le carnet, le registre du lieutenant-colonel Pérez. Ça représente quoi, Jaffa Institute, en termes de combien d'écoles, combien de moadoniot. De moadoniot, en fait, c'est des centres où les enfants se rendent après l'école, ils reçoivent un repas chaud et ont une aide aux devoirs. Parfois, il y a certains centres qui sont pour les enfants qui ont des problèmes hors sociaux également, plus personnels et au niveau du comportement, etc. Donc, ils doivent recevoir des soins particuliers, des thérapies. Donc, en fait, on met en place beaucoup de thérapies par la musique ou d'autres thérapies dans ces centres. On en a à peu près une vingtaine. On a aussi un centre pour les jeunes filles à Yehout qui sont malheureusement également en difficulté parce que les jeunes aussi ont des difficultés, surtout l'adolescence. C'est une période difficile. En plus, quand on est une fille, c'est encore plus parfois difficile parce qu'on peut être exploité de différentes manières. Donc, en fait, elles trouvent un refuge quelque part là-bas et en fait, un repère avec un cadre, etc. Et ça leur redonne, en fait, confiance en elles et elles voient que la manière dont il est bien de se conduire pour pouvoir justement obtenir son background, etc. et avancer dans la vie, tout simplement. On a, donc ça, c'est les programmes principalement pour les enfants. Donc c'est vraiment le cœur de l'action du Jaffa Institute, c'est vraiment les enfants. C'est une vocation par le président, en fait, qui vient du président donc, David Portovitch, docteur David Portovitch, qui a justement créé un premier centre en 1982, justement, pour pas que les enfants soient dans la rue après l'école, pour qu'ils puissent avoir un repas, qu'on puisse les aider, parce qu'ils pensaient, et ils pensent toujours que l'éducation, finalement,
peut changer la destinée d'un être, en fait, tout simplement. Avec une éducation, on peut changer le déroulé d'une vie, quoi, quelque part. J'ai presque envie de vous poser une question, lieutenant-colonel Pérez. Mais quand vous voyagez et que vous allez promouvoir le Jaffa Institute et que vous parlez de son contenu et on entend ces paroles comme ça évoquées par Sandra, ça leur donne pas l'idée de faire des Jaffa Institute un petit peu partout dans le monde? Oh, nous sommes partout le monde, j'aurais bien voulu, mais nous sommes assez impliqués. Nous sommes aux États-Unis, nous sommes en Angleterre, nous sommes en Hollande, nous sommes en France, nous sommes Canada, bien sûr au Canada. Ça veut dire, et nous avons assez, au moins dans les 6 pays au monde. Maintenant, bien sûr, quand j'aurais bien voulu étendre, mais c'est pas facile. C'est pas facile, il faut, surtout avec les lois maintenant de tout ce qui se passe avec le blanchissement d'argent et tout ça. Il y a un grand problème. Mais Baruch Hashem, comme ce qu'on dit, le Jaffa Institute aujourd'hui est connu dans le monde, est connu en Israël, et à tel point que même l'armée et les bureaux gouvernementaux envoient des groupes visiter le Jaffa Institute. Et si on parle de ça, je voudrais parler d'un autre département que nous avons, à part les enfants. Quand on a commencé avec les enfants, on est arrivé à une décision que les enfants ont besoin de manger, ont des problèmes de nourriture dans leur maison. Et nous avons ouvert un centre de nourriture au Jaffa Institute et nous distribuons chaque mois 800 colis à des familles nécessiteuses, dont la plupart sont des enfants qui sont chez nous, mais pas seulement chez nous, pas seulement les enfants, mais des familles nécessiteuses qu'on reçoit des mairies, des villes, et puis nous avons distribué pour le Pessah, le dernier Pessah, 3500 colis, et aussi à des familles de Nitzolei Shoah, des rescapés de la Shoah. Et nous faisons vraiment, le Jaffa Institute est devenu un parapluie où c'est qu'il y a en dessous, ce centre éducatif, les centres éducatifs, les centres d'urgence. Nous avons une maison où c'est que nous avons des enfants qui ont été, comment dirais-je, jetés des balcons de leur maison, et puis ils sont chez nous, des enfants de l'âge de 6 ans, ils sont chez nous jusqu'à l'âge de 18 ans. Et notre fierté, c'est cet enfant qui a été expulsé de sa maison, de ses parents, à l'âge de 18 ans, s'engage à l'armée et fait son service militaire. Vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire? Quel investissement, pas seulement investissement monétaire, mais investissement d'éducation, investissement de rassurer l'enfant, de lui donner un cadre. Un cadre et de lui dire tu peux faire, tu peux arriver. Et c'est là le point que je voudrais dire. Je crois que les enfants du monde entier, quand on leur donne des outils pour l'éducation, quand on leur donne les outils du développement, quand on leur donne des facilités pour s'éduquer, je crois que la plupart de ces enfants peuvent et doivent peuvent arriver, d'après leur capacité, à des niveaux plus hauts de ce qu'ils sont censés être. C'est là que, finalement, le point que je mettais en lumière tout à l'heure, à savoir, justement, cette expérience, cette expertise qui vient d'Israël, on a vu ce elle a eu comme résultat dans l'agriculture, avec le fameux goutte à goutte. On voit ce qu'elle est capable de faire avec des hôpitaux de campagne. Je crois que c'est aujourd'hui reconnu par l'ensemble du monde civilisé.
Bereshit, on est arrivé à la Lune. Et finalement, oui, on sait presque. Mais il y aura, je crois, si je ne m'abuse, un Bereshit 2. Donc, on est capable finalement d'avoir cette expertise-là. Ce qui reste encore une fois étonnant, c'est qu'on ne retrouve pas dans des pays qui sont aujourd'hui en crise, qui pourraient prendre modèle de ce qui se passe en Israël, eh bien finalement de voir que ce n'est pas toujours le cas, et voire même il y a malheureusement, on parlera plus du combat, de la lutte d'un soldat contre un autre, d'un soldat contre un civil, que de finalement comment on va traiter ceux qui auront été meurtris, comment on peut même prévenir par l'éducation finalement toutes les guerres. Vous avez une parole que vous avez prononcée un jour dans un discours, vous avez dit « Je rêve d'un jour où mes enfants n'auront pas ni besoin de l'armée, ni besoin de faire la guerre. » C'était à Montréal, oui. La première mission que j'avais quand j'étais à Montréal, on m'a dit « Quel est votre rêve ?» J'ai dit « Le rêve, c'est que mes enfants n'iront pas à l'armée et qu'ils vivront en paix en Israël. » Malheureusement, je suis devenu arrière-grand-père dernièrement, ça fait 3 semaines. Je crois que mon petit-fils fera son service militaire toujours. Mais il faut toujours espérer. Et je vous dis sincèrement, je crois que l'État d'Israël est prêt à faire des concessions et à accepter la paix avec nos pays qui nous entourent. Et je crois que les accords d'Abraham, c'est un premier pas, mais ça ne suffit pas. Les pays, je crois que... Moi, je suis né au Maroc. Quand je donne l'exemple, comment que les Juifs et les Marocains vivaient ensemble en paix au Maroc. Mais nous, les Juifs, nous avons adopté et nous avons accepté les lois du Maroc. Moi, ce que je veux, que de nos citoyens arabes qui sont chez nous et qui sont nos citoyens, qu'ils adoptent et qu'ils acceptent les lois d'Israël. C'est pas, malheureusement, bon, on ne va pas rentrer dans cette politique, mais j'espère qu'un jour, ce pays, l'État d'Israël, deviendra la pierre précieuse de tout le Moyen-Orient. Et c'est possible, Nous avons combien de prix de Nobel que nous avons? Vous savez quel pourcentage? Je suis sûr que tous vos auditeurs savent exactement que nous sommes à peu près 0,2% de la population mondiale, et nous avons à peu près dans les 35% des prix de Nobel. Nous, aujourd'hui, l'État d'Israël, avec tous les startups que nous avons, waouh! Je suis arrivé ici chez vous grâce à Waze. Waze a commencé... La plupart de tous ces instruments qui sont autour de moi aujourd'hui sont des instruments qui ont été... Bon, en tous les cas, ce que je veux dire, c'est qu'en étant citoyen de l'État d'Israël, à vous, chers auditeurs, dans le monde entier, surtout les francophones, j'ai un seul mot à vous dire. Venez visiter Israël. Venez avec nous. Nous sommes un peuple qui a besoin de beaucoup d'immigrants. Et je crois que l'État d'Israël, c'est un pays que... C'est un zchut, de nouveau je dis zchut, comment? Privilège. C'est un privilège d'être ici chez nous. Et je vous invite à venir en Israël, soit comme touriste, soit comme immigrant, soit comme citoyen israélien. Sandra, il vient de formuler un vœu. Est-ce que vous êtes prête, vous qui tenez le registre, à accueillir donc des invités, des gens qui voudraient connaître le Jaffa Institute pour finalement vouloir y participer, je sais que vous avez un rendez-vous annuel qui est très important, qui est essentiel pour vous. Est-ce que vous êtes prête à faire le nécessaire pour que plus de monde encore puisse venir prendre modèle peut-être?
Ah oui, mais vraiment, on invite tout le monde, les francophones en particulier, à venir nous connaître, nous rencontrer, voir ce qu'on fait. On les accueillera à bras ouverts. Effectivement, vous avez parlé de l'événement qu'on organise chaque année. On a un dîner annuel gala. C'est une très grande fête, une très belle fête. Et voilà, c'est l'occasion de parler un peu de ce qu'on fait, mais d'une manière un peu plus festive, on va dire, et d'honorer également tous nos donateurs, que l'on remercie également à ce point-là, chaleureusement. Je voudrais ajouter quelque chose. Un de mes rêves, c'est de trouver, de fonder un groupe de francophones français qui habitent en Israël, qui sont des citoyens qui ont fait la Aliyah, et d'être les amis du Jaffa Institute. Alors, avec mon cher ami Avi, je vous invite à venir visiter le Jaffa Institute. Appelez Avi ou appelez-moi directement, et je serai très heureux d'organiser ensemble avec Avi ce groupe-là qui sera les amis français israéliens du Jaffa Institute. Il y a une dernière question nécessaire pour Tandem TV. Nous allons célébrer Yom Ha'atzmaut. Et avant, bien sûr, Yom HaZikaron. On pleure nos morts, mais aussi on va célébrer la vie. Célébrer la vie dans ce pays dans quelques jours, et Tandem TV y sera. Va donner la parole. Va donner la parole. Est-ce que un Yom Ha'atzmaut, ça se vit finalement chaque année de la même façon? Ou est-ce que vous sentez toujours quelque chose de différent? D'abord, chaque année est différente. Il y a des versions de chaque année. Il y a des nouveautés de point de vue militaire, de point de vue organisation. Mais pour moi, le Yom Ha'atzmaut, c'est un des jours, je vous dis sincèrement, personnellement, c'est la création de l'État d'Israël. C'est le Chet Be'Iyar, en français, quelle date c'est en avril? Le 14 mai. Le 14 mai. Le 14 mai, c'est une date qu'on a créé cet État d'Israël, que Ben Gurion a annoncé la création de l'État d'Israël 1948. En 1948. Et aujourd'hui, ce pays qui était un désert, n'oubliez pas, c'était un désert ce pays. Il y avait à peine 600 000 personnes. Aujourd'hui, nous sommes 9,5 millions de personnes. Je me rappelle que Ben Gurion, un certain temps, avait dit que le jour où nous arriverons à 3 millions de personnes, il n'y aurait pas assez d'eau pour boire pour les 3 millions de personnes. Aujourd'hui, nous sommes 9,5 millions de personnes. Et d'après ce que moi je sais, que dans l'année 2023, on sera 10 millions de personnes avec les immigrants, parmi eux les 100 000 immigrants ukrainiens que l'État d'Israël est en train de planifier d'intégrer dans l'État d'Israël. Alors, le seul mot que je voudrais dire, Am Israël Chai et Chag Ha'atzmaut Sameach. Dernier mot pour la jeune génération, Sandra, Yom Ha'atzmaut. Yom Ha'atzmaut, c'est une date importante, c'est une date, comme vous l'avez dit, qui est festive. Malheureusement, avant, on est triste. Le jour d'avant, on est triste. C'est toute l'ambivalence d'Israël. On rit, on pleure. Et d'abord, on pleure et après, on rit. Donc ça va, ça se termine sur une note très positive. Et bien sûr, Yom Ha'atzmaut, c'est une date importante. C'est une date qui, je pense, pour tout le peuple juif, est importante, et pas seulement pour les citoyens de l'État d'Israël, parce que ça permet d'avoir dans un petit recoin de sa tête, quel que soit l'endroit où en fait on se trouve sur le globe, en fait, l'antisémitisme est partout malheureusement, et je pense que d'avoir ce bouclier, c'est quand même une force qui est très très importante pour le peuple juif. Et comme l'a dit Yaakov, on peut compter que sur nous-mêmes. Hein. Les images qu'on voit tous les jours nous le montrent, et on se doit d'être les meilleurs. Donc d'essayer d'être les meilleurs, on n'a pas le choix. On survit, on doit survivre et vivre, et pas seulement survivre.
Voilà donc l'émission Tandem TV, Aolam Amedoubar, le monde en question se termine. Yom Ha'atzmaut, eh bien, Chag Sameach à tous. Et puis une pensée pour Yom HaZikaron, pour tous ceux qui sont tombés sur le champ de bataille, tous ceux qui sont tombés. À peu près 25 000. Oui, tous ceux qui sont tombés également donc, lors d'attentats, puisque vous le savez aujourd'hui, ils font partie de ce décompte macabre des Israéliens ou des Juifs tombés pendant ces dernières décennies. Et puis une pensée. À Yom Ha'atzmaut, tous les soldats ne seront pas à la maison. Alors une pensée pour tous ceux-là qui seront sur les bases, parce qu'ils sont aussi les gardiens d'Israël. Comme on est à Jaffa Institute, on est en train de préparer ces gardiens d'Israël, eh bien il y en a quelques-uns qui seront sur leur base ou dans leur famille, mais en tous les cas, ceux qui sont sur leur base, on leur souhaite bonne fête. Chag Sameach. Chag Sameach.